présents. Laurent Huget. Présent. Jean-François Girard. Présent. Béatrice Poulain. Samy Veillard a donné pouvoir à Laurent. René Maratier. Présent. Jean-Claude Pénicaud. Présent. Christophe Coquet. Je n'ai pas de pouvoir de Christophe. Cyril Favreau. Un pouvoir, tu donneras à Jean-François, s'il te plaît. Michel Verreken. Pierre Martin. Présent. Jean-Pierre Boguet. Présent. Daniel Descriveur. Jean-François Beuillet. Je vous propose que nous modifions l'ordre du jour de ce conseil. La délibération relative à la concession du casino sera reportée à une délibération qui aura lieu, je vous le dis tout de suite, on va tâcher de caler la date assez vite pour que tout le monde puisse être là, entre le 3 octobre et le 26 octobre. À la fois, je le dis devant Laurent, Jean-François et Michel, la commission s'est réunie 2 fois, la commission d'appel d'offres de cette concession, elle s'est réunie 2 fois, elle a posé de nouvelles questions que j'ai à nouveau traduites samedi matin et qui font l'objet d'un rendez-vous, Jean-François, il faut qu'on fixe. Donc il reste des chouillas à régler et les délais réglementaires du Code général de l'article 14.11.7 notamment laissent ce calendrier du temps qui ne pose pas de questions. Je rappelle quand même qu'on est sous une contrainte, c'est qu'il faut que le casino poursuive son activité, il y a des dates qui sont importantes. Ça, c'est la première modification à l'ordre du jour. Il y en a une deuxième, c'est que je souhaitais qu'on délibère formellement, puisque je ne suis pas certain qu'on ait l'obligation de le faire, mais c'est la fin d'un long dossier sur la clôture de l'affût A, masse A des abourettes. On en a déjà félicité le président Jean-Pierre Chevalier, mais il semble que l'arrêté du préfet contienne une imperfection, et donc le préfet va corriger l'imperfection de son arrêté pour nous permettre de délibérer sur un arrêté sans imperfection. Voilà les points sur lesquels je vous propose de reporter ces 2 dossiers. Et puis je vous donne une info tout de suite sur lequel j'ai déjà communiqué, mais pas en conseil. Par décret du 11 juillet 2019, à la double signature du ministre de l'économie, du ministre des Affaires étrangères et du tourisme et du secrétariat général du gouvernement au service du Premier ministre, le décret portant classement de la commune de la Faute-sur-Mer comme station a été publié au journal officiel de la République. C'était le 13 juillet et le décret est du 11 juillet. Donc nous avons donc désormais cette reconnaissance statutaire. Voilà, je propose, Laurent, que tu nous fasses lecture et qu'on approuve le compte rendu du dernier conseil. Qui était le samedi 18 mai 2019, lors duquel nous avons décidé de maintenir le nombre d'adjoints à 4. Et on a élu par 7 voix pour 7 abstentions M. Jean-François Girard en tant que second adjoint, suite au décès de Bernard Leclerc. Nous avons aussi désigné les membres des différentes commissions municipales où siégeait Bernard, comme suit. La commission des finances, Daniel Descriveur, commission de la prévention, sécurité et circulation, Laurent Huget, moi-même, commission des affaires sociales, moi-même, les représentants au sein des différents organismes comme suit. Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable, Plaine et Graon, Laurent Huget, titulaire, et Samy Veillard, suppléant. Pour le CIVOM, l'Aiguillon-la-Faute, c'est Daniel Descriveur. Pour le syndicat mixte du parc interrégional du Marais Poitevin, c'est moi-même. Pour l'agence de services aux collectivités locales de Vendée, c'est moi-même en suppléant. Nous avons aussi élu Jean-François Girard, membre titulaire au sein de la commission d'appel d'offres à caractère permanent, ainsi qu'à la commission de délégation des services publics ou des contrats de concession. Nous avons proposé que Jean-François soit nommé commissaire titulaire au sein de la commission communale des impôts directs, sachant que cette proposition sera soumise au responsable du centre des impôts fonciers.
Nous avons validé l'avenant numéro 1 relatif au lot 1, maîtrise d'œuvre travaux portuaires, portant détermination du coût prévisionnel des travaux à la somme de 173 736,43 € hors taxe, soit 208 483,71 €, y compris la rémunération pour la mission complémentaire qui est l'élaboration des dossiers de subvention. Nous avons approuvé et validé l'avenant 1 au lot 2, voirie et réseaux divers, précisant que les PSE, c'est-à-dire les prestations supplémentaires éventuelles 1 et 2, ne sont pas retenues. Nous avons accepté de renouveler le contrat de concession de services portant délégation de services publics relatif à l'exploitation, la gestion et l'entretien du casino des Dunes. Et nous avons décidé à ce sujet d'émettre un avis favorable au maintien des jeux sur le territoire de la commune au titre de la période postérieure à la date d'échéance du contrat en vigueur, d'approuver le principe d'une concession de services portant délégation de services publics pour l'exploitation du casino de la commune, d'approuver les caractéristiques de la délégation et notamment les prestations confiées telles que nous les avions définies dans le rapport, enfin elles étaient définies dans le rapport de présentation et le projet de dossier de consultation, et puis d'autoriser M. le maire à engager une procédure de mise en concurrence conformément à l'article que tu as donné tout à l'heure, 1411. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. 1411, 7, celui que j'ai cité. Alors c'est tiré 1. Voilà. Et suivant du Code général des collectivités territoriales et du Code de la commande publique. Et puis nous avons entendu diverses informations relatives à la passerelle d'accès plage au niveau du chemin de la Bergerie qui ne pouvait pas être opérationnelle pour la saison puisque l'autorisation d'occupation du domaine public n'est toujours pas délivrée. Elle n'était toujours pas délivrée. La recherche de solutions alternatives, serait préservée de telle façon à ce qu'on préserve aussi l'environnement et qu'on assure la sécurité des personnes. On a parlé de la pose de la première pierre de la maison de santé, toujours en attente de l'installation du remplaçant du docteur Farny. Nous avions aussi parlé de la traversée du pont routier entre les deux communes, en attente de l'enlèvement des pneus rouges à l'époque et blancs avant la saison. Et puis on avait parlé des passages des cyclistes sur le petit pont dès que les travaux du parc seront terminés. Ça devait être terminé du côté de la voie. Au bout de la boue de l'océan, on a parlé aussi, face au parc, du panneau stop qui est plié et qu'il fallait revoir au sol la bande blanche. On a parlé pour le parc de 2 arbres qui étaient tombés et morts et retirés. Le parc est intégré dans le plan communal de sauvegarde, ça nous l'avons rappelé, et des plots étaient installés pour éviter le stationnement anarchique des véhicules. Et on avait parlé aussi que les 2 vides-greniers se feraient à l'intérieur du parc. On a parlé aussi à l'époque du parking Pigeane, où il manquait la peinture au sol, depuis elle a été mise, et l'installation des panneaux sur grillage pour indiquer la piste cyclable, qui ont été mis aussi, afin d'éviter que les camping-cars stationnent en débordement sur celle-ci. On a parlé de l'accès 4, où il reste quelques pales planches à retirer, enfin à l'époque il en restait, et surtout que la plage et l'accumulation de sable de ce qui représente une contrainte pour l'installation de la base d'été de l'école de char à voile avait posé un vrai problème qu'on a remédié depuis. On y a remédié. La mairie avait envisagé de réaménager un cheminement de boue au niveau de l'escalier derrière le pavillon des Dunes, rejoignant la table d'orientation pour éviter la dangerosité au bas de la rue le long du casino. Seulement le site appartient à l'ONF qui émet un avis défavorable sur ce projet. Et puis enfin, nous avions parlé de certains travaux sur la rive ouest qui ne seront pas terminés, enfin qui n'ont pas été terminés pour la saison, et on vous rappelle qu'ils s'achèveront en septembre. Voilà, monsieur le maire. Merci pour ce compte rendu. Y a-t-il des questions sur son approbation? Pas d'observation, pas d'avis contraire. Il est donc adopté, je vous remercie. Et on va vous le faire tourner pour signature. Première délibération, convention entre la région, le département de la Vendée et la communauté de communes Vendée Littoral, la commune de la Côte et la commune de Guillon, relative au pont sur le lait, dans le dossier dont on a souvent parlé dans cette salle. Alors je vais en faire un rappel rapide pour que chacun se remette en tête ce qui s'est passé. Je commence naturellement par la décision en 1905. Le moment et la salle s'y prêtent puisque les photos qui nous entourent rappellent notre histoire et il y a notamment une partie intéressante sur ce pont. Les travaux débutent en 1907 pour cette première passerelle, inaugurée en 1909, et elle peut porter une charge de 19 tonnes. On note, vous verrez que c'est un sujet qui a été important.
Pendant 53 ans, ce pont sera le seul moyen de traverser le Lay. Et en 63, la construction du pont fera de la passerelle, ce qu'on appelle désormais le petit pont, qui est avec le pont notre patrimoine commun et notre trait d'union avec nos amis de l'Aiguillon-sur-Mer. Le pont routier, en ce qui lui concerne, il semble que le département, quelques traces, ait avancé l'idée qu'après remise en état financée par le Conseil général, le grand pont, créé en 63, soit transféré, si les municipalités en étaient d'accord, pour être déclassé et devenir un ouvrage communal. Ces échanges n'ont pas abouti. 2010 marque sans aucun doute le début des difficultés qu'on a à traiter aujourd'hui et sur lequel je crois on va conclure. Le dossier est d'actualité en 2010 après la tempête. En 2016, je rappelle que les élus de l'Aiguillon sont sollicités par pétition par des riverains route de grue qui ne nous arrangent pas parce qu'ils posent la question de la traversée. Le département en 2016 en profite pour limiter le tonnage autorisé et en même temps nous on exige une étude sur le passage de poids lourds qui révèle un très faible passage de véhicules de plus de 7,5 tonnes, environ 2% du trafic. Pour autant, le 26 juillet 2017, c'est l'actualité plus récente, le président du Conseil général propose une limitation à 7,5 tonnes, sauf l'écart scolaire, chercher l'erreur, et confirme la volonté du déclassement du petit pont. Il indique d'ailleurs que les travaux nécessaires sur le pont routier vaudront environ 165 000 €. En ce qui concerne la passerelle, le département qui a restauré la passerelle en 2006, c'est pas si vieux que ça, assure que sa réparation est exclue à cette date, donc je parle de 2017, car elle est très vétuste et sa structure très endommagée. En même temps, on lit que l'ouvrage est affaibli dans les courriers du département, mais son fonctionnement ne sera altéré qu'à moyen et long terme. Il indique un coût de démolition de 200 000 € et de reconstruction à 3 millions. Le 20 juillet 2017, la commune fait connaître, ici dans cette salle, son avis défavorable à la limitation du passage. Malgré cela, le département, par un arrêté du mois d'août 2017, limite le tonnage du pont routier aux véhicules de plus de 7,5 tonnes. Nous avons unanimement voté une motion en mars 2018 pour que cette fermeture du pont aux plus de 7,5 tonnes soit arrêtée. C'est une aberration qui pénalise l'activité économique locale dans le secteur bâtiment maritime et touristique. En avril 2018, nous rencontrons le premier vice-président du conseil départemental, Marcel Gauduchot, qui nous donne son accord pour remettre en cause cette restriction si les deux communes s'accordent. Immédiatement, les deux communes s'accordent. Et là où nous attendions la levée de l'arrêté du département, le Conseil général provoque une réunion à La Roche-sur-Yon le 1er juillet 2018 et annonce dans un courrier du 13 juillet 2018, premièrement, que la route départementale comprenant le pont routier sera déclassée, en français dans le texte, que la passerelle piétonne étant vétuste, le département versera aux communes le coût de sa démolition estimé à 200 000 €, que le pont routier peut permettre le passage de poids lourds de 19 tonnes en évitant que deux poids lourds se croisent et que la réduction de la chaussée se fera à 4,80 m, que le pont routier sera aménagé pour permettre à terme une liaison douce. Ce courrier est signé de M. Leboeuf et demande notre accord écrit. Immédiatement, il reçoit, ainsi que le président du Conseil général, un courrier des deux maires refusant cet accord et exigeant un rendez-vous avec le président Yves Audinaire, que nous avons simplement obtenu fin août, il y a maintenant 1 an. Et il a fallu un bon mois et demi l'été dernier pour avoir ce rendez-vous. Nous faisons connaître notre refus et adressant un courrier indiquant notre attachement à la passerelle piétonne, référence historique et patrimoniale. Nous assistons en septembre 2018 au rétrécissement de la chaussée à 4,80, sans information préalable des deux communes et des deux maires. Nous interpellons les conseillers départementaux, Marcel Gauduchot et notamment Brigitte Hibert. Cette dernière, je souligne son rôle de médiation sur ce dossier, sera avec nous sur le pont le 18 octobre, constate l'obligation de passer au moins 5 mètres, et heureusement qu'on a réussi, parce que sinon on aurait eu des embouteillages, parce que la question des camping-cars est une vraie question. Malgré cela, le passage de la limitation de 7,5 tonnes à 19 tonnes, il faut encore attendre le 12 novembre pour qu'une nouvelle rencontre ait lieu avec nos conseillers départementaux et M. Leboeuf.
Cette rencontre n'est pas satisfaisante. Sur le pont routier, le département ne valide que partiellement l'objectif d'un passage à 5,50 m environ de chaussée. Ça veut dire qu'il était resté sur les 5 mètres. L'argument du département consiste à rejeter l'idée que deux véhicules de 7,5 tonnes se croisent sur ce pont. Ça n'a aucun sens puisqu'ils peuvent se suivre, je l'ai déjà dit, et qu'en moyenne 5 véhicules par jour de ce type passent sur le pont. Pour autant, le département accepte de lancer une étude complémentaire pour améliorer son projet et ils ont compris qu'au moins avant l'été 2019, il fallait faire quelque chose. Par contre, en novembre, les élus départementaux et leurs services maintiennent leur position, affichant ouvertement leur demande de transférer l'ouvrage aux communes pour qu'elles le détruisent. Nous avons toujours rappelé que pour accepter un transfert, il faut que la remise en état des ouvrages ait eu lieu, c'est le cas dans les lotissements classiquement. Voilà, donc ce que je peux rajouter, ça c'est la première étape, c'est le rappel historique. Dans la deuxième étape, je dirais qu'il y a eu d'une part une rencontre que j'ai eue avec, lors d'une assemblée générale de maires à Saint-Jean-de-Mont en septembre 2018, avec Bruno Retailleau, et ce rendez-vous a été un peu long à monter après, en février 2019, avec Bruno Retailleau, le vice-président du conseil régional en charge de l'aménagement, les deux maires et la présidente de la Comcom. C'est à ce moment-là qu'on trouve les bases d'un accord qui a fait l'objet, vous en souvenez, d'un communiqué de presse qui a été largement relayé, notre combat est compris, et des solutions se dessinent. Elles ne faisaient que se dessiner à ce moment-là. Fin donc de cette deuxième étape. Troisième étape, rencontre du 23 mai au département, parce que le protocole réglait les choses au niveau du financement, mais ne réglait pas des questions importantes, notamment de maîtrise d'ouvrage. Donc la rencontre au département a été compliquée, puisque vous comprenez que le département passe d'une position assez extrême à une position où il doit accepter l'accord que j'ai négocié avec la région et avec Bruno Retailleau, qui a très bien joué le jeu. Je le redis, sous la médiation positive de Brigitte Hibert. Et l'objectif principal de cette rencontre, c'était que le Conseil général accepte, qui est propriétaire des ponts, accepte d'être maître d'ouvrage des travaux, puisqu'on avait trouvé des financements. C'est ce qui se passe le 23 mai, c'est beaucoup plus compliqué pour le passage à 5,50 m. À la fin de la réunion, je m'apprête à partir en disant si ça reste à 5 mètres, il n'y aura aucun accord. Et on me rattrape et on me propose un 5,25, donc nous sommes aujourd'hui à 5,25. C'est vraiment des négociations de marchands de tapis. Bon, on est donc à 5,25 et vous savez qu'à 5,25, j'ai alerté à 3 reprises, y compris par écrit, le Conseil général. Nous avons connu 3 accidents avec un passage à 5,25. Soyons en même temps très objectifs, il faut toujours l'être sur des dossiers de ce type-là. Les 3 accidents ne sont pas que lié au rétrécissement. Il y en a notamment un à 3 h du matin, le soir du 13 juillet. On peut imaginer qu'il y avait d'autres raisons liées à la nuit agitée, et parfaitement réussie, puisque c'était la sortie du feu d'artifice. Pour autant, je vous donne maintenant lecture du protocole d'accord, qui a fait l'objet, donc vous le voyez, je me permettais ce rappel pour vous montrer en même temps la perspective et les évolutions positif, ce qui veut dire que quand on peut négocier, qu'on veut négocier, on arrive à trouver des solutions, ce n'est pas toujours simple. Article 1. Le département de la Vendée assurera la maîtrise d'ouvrage de démolition de l'actuelle passerelle et reconstruction de nouvelles passerelles sur le Lay. J'ajoute que ce n'est pas dans le texte. Brigitte Hibert et je crois maintenant Alain Leboeuf sont convaincus qu'un examen complémentaire serait nécessaire pour savoir si on ne peut pas réparer le pont. Alors, admettez simplement qu'il faut du temps à des gens qui ont affiché ouvertement qu'il fallait le détruire pour qu'ils trouvent des solutions techniques pour le réparer. Donc, s'il vous plaît, pas de provocation. Donc, on est plutôt dans une phase de déconstruction, mais l'important, c'est que peut-être une autre solution soit là. Mais vous comprenez qu'en même temps, l'essentiel est assuré, c'est-à-dire les fonctions du petit pont, fonction de passage de circulation douce, fonction de passage à pied, fonction de pêche Carlet, seront maintenus. Le département maître d'ouvrage, il faut donc qu'il apporte également des financements. Ce qui conduit donc le département à apporter 400 000 € de financement, qui s'ajoutent aux 2 millions de la région.
petite règle d'or, mon combat pour la maîtrise d'ouvrage, il n'était pas neutre, c'est que le maître d'ouvrage, il doit au moins assurer 20% du financement du hors-taxe. Donc ça a obligé le département à mettre sur la table 400 000 plutôt que de mettre que 200 000 de déconstruction. La troisième caractéristique de cette convention signée par l'ensemble des parties, la région apportera un financement de 2 millions d'euros. Donc nous avons donc un financement de 2,4 millions. Quatrième élément, et celui-là est important pour l'avenir en ce qui nous concerne, ce qui nous a conduit à exiger à être membre du comité de pilotage qui arbitrerait les choix de travaux, parce que les communes de l'Aiguillon et de la Faute assureront le financement à part égale pour tout dépassement de l'enveloppe financière arrêtée à 2,4 millions. Donc comprenez bien, si on est à 2,5 millions de travaux, le département et la région ne sont engagés que sur 2,4 millions. Donc il faut aller chercher des financements complémentaires. Alors en même temps, je vous le dis, les experts qu'on a pu consulter pensent qu'on sera en dessous de 2 millions d'euros. Enfin, 2,4 millions d'euros, c'est pas rien. Vous voyez, c'est quand même des investissements conséquents. Il appartiendra à la commune de l'Aiguillon et de la Faute d'exiger de ne pas dépasser ce montant. Et d'où la nécessité de passer cette convention avec la Comcom. Les communes pourront solliciter une participation financière de la communauté de communes au regard de ses compétences en matière d'itinéraire pédestre et cyclable. Je vous rappelle que la compétence de la Comcom finance les bandes de roulement. Par exemple, sur les digues, elle ne finance pas la digue ouest, mais elle finance la bande de roulement, les encorbellements, les protections liées à la piste cyclable. Dans tous les cas, on sait qu'on peut compter, et le Conseil communautaire a délibéré tout début juillet, pour accepter cette convention. Cinquième point, un comité de pilotage réunissant les représentants des parties prenantes au présent protocole sera mis en place pour valider le programme de cette opération, suivre les coûts et l'exécution. C'est la contrepartie de cet engagement financier. Sixième point, après mise en service de la nouvelle passerelle, les communes de l'Aiguillon-la Faute s'engagent à accepter le déclassement dans leur domaine public de la RD 2046, y compris le pont routier de la nouvelle passerelle. Alors ça, mes amis, il y a un moment, il faut faire ce qu'on aurait dû faire en 2006, et ce qui est fait, alors ça a été un combat difficile, et ça a été un combat tendu, avec notamment Alain Leboeuf, c'est le seul élément de voirie départementale qui n'est pas transféré après travaux. J'en ai demandé la liste. Lorsqu'il y a des déviations, systématiquement, le département transfère les voiries après remise en état. Donc l'exception fautaise et guyonnaise a duré longtemps, depuis 1964, mais ne pourra pas durer. Enfin, des signatures du présent protocole jusqu'à sa démolition, les deux communes d'Aiguillon-la-Faute assurent la surveillance de la passerelle. Il s'agit là d'une surveillance de phase tempétueuse, c'est-à-dire lorsqu'on a une alerte vague submersion, quelle que soit sa couleur, il faut qu'en plus de la surveillance des digues, qu'on fait naturellement, on veille à la surveillance du petit pont, voire à son interdiction. Voire à le faire fermer. Je pense même, je vous rappelle qu'il y a une règle assez mal établie de franchissement du petit pont. Je crois que c'est 200 personnes, enfin 150, bon. Mais c'est une règle qui mérite d'être un peu explicitée, et peut-être qu'on devra, avec l'Aiguillon, y veiller de plus près. Je pense notamment aux traversées sur quelques courses sportives sur lesquelles on a peut-être intérêt à faire cette régulation. Voilà donc, chers amis, le protocole d'accord qui met fin à une aventure de négociation longue et compliquée et qui ouvre la perspective de réintégration du petit pont dans notre histoire, quel que soit ce petit pont, refait ou nouveau. C'est également un dossier qui nous conduira à continuer à améliorer les conditions d'usage du pont routier. Donc les accidents dont j'ai parlé tout à l'heure et les courriers qui ont suivi de ma part ont maintenu la pression pour que les aménagements du pont routier ne soient pas déconnectés de la réalité d'usage. En même temps, lorsque le petit pont sera refait, que les communes récupéreront la compétence sur le pont, il nous appartiendra aux élus de faire des choix
relatif à la forme urbaine du pont. Moi, je note simplement, et Alain Leboeuf m'a rappelé 2 fois cet été, parce que j'avais mis beaucoup la pression sur les risques d'embouteillage, mais à ma connaissance, en ce qui me concerne, moi personnellement, je n'ai pas constaté d'embouteillage rare ou lourd qui pénalisait l'activité touristique. C'est ce qui me paraît le plus essentiel, même si la traversée du pont n'est pas confortable. Voilà, chers amis, le dossier qui a été, donc, comme je l'ai dit, voté unanimement par les conseils communautaires et les 44 communes de la communauté de communes, même s'ils s'engagent relativement. Après notre délibération, le dossier sera présenté aux assemblées régionales et départementales. Et j'espère ainsi clore, au moins dans cette phase-là, et ouvrir, au moins à partir de cette phase-là, un vrai beau débat sur des constructions ou rénovations, si c'est des constructions, y compris sur un choix urbain, parce qu'un passage piéton entre nos 2 communes, ça doit en plus être beau, et je pense qu'on a matière, avec les matériaux qu'on connaît, dont on connaît l'usage, on a matière à faire quelque chose de très valorisant pour ce trait d'union. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, mais un résultat qui me paraît probant. Michel. Ce qui m'interpelle, c'est quand même la prise en charge du grand pont. Pour une commune comme les 2 communes. Oui. Parce que le grand pont, il a déjà plus de 50 ans. On était dans la période faste. Plus ça va aller, plus il risque de se dégrader. Les bétons, ils ont plus de 50 ans. On sait avec les risques. On est dans un milieu marin. J'ai peur que si un jour on commence à avoir des travaux dessus, la commune, ça fasse une charge énorme. Oui. À cette question que j'ai posée au département, qui s'oppose malheureusement classiquement à d'autres communes, la réponse du département, c'est de dire, bon, ne vous inquiétez pas, vous aurez des financements, puisqu'il s'agit d'une route structurante pour la circulation, et que la compétence du département, c'est la voie départementale. Bon, je vous livre la réponse. Ouais, ça c'est des promesses. Je la commente comme toi. Je pense que effectivement, ça serait une charge. Ce serait une charge pratiquement impossible à supporter. Oui. Moi je dis, c'est quand même une certaine irresponsabilité si on prend ça. Parce que bien sûr, on jette ça aux autres, mais n'empêche que c'est nous qui avons décidé. Ouais, c'est vrai que sur le long terme, il n'est pas concevable que les collectivités prennent un outil comme ça, au égard aux frais financiers que ça va générer dans le temps. Considérant que toute cette politique de VUO qui a été organisée volontairement par les services de la DDE, on se rend compte que pendant un temps, ils ont réglementé à 7,5 tonnes. Donc, force est de constater qu'ils ont dit on réglemente à 7,5 tonnes au vu et au su des études qu'on a réalisées. Où sont les études? Et après, on se permet de le mettre à 19 tonnes en disant on va pas faire croiser les véhicules, mais ils suivent. Quand on sait que le calcul des charges directement répertoriés sur les ponts se font sur des véhicules qui sont mis de façon Binaire. Voilà, binaire. Alors, comment peut-on dire des politiques de croisement après des politiques longitudinales? Enfin, bref, moi, ce qui m'échappe, et Michel a raison, sur le fond. On va engager pour les collectivités des sommes relativement importantes. On sait pertinemment également que ce pont, il y fonctionne à 40% dans le cas du trait d'union entre les 2 collectivités et à hauteur de 60% pour les personnes qui viennent de l'extérieur. Certes, on est content de les recevoir. Voilà, il y a un vrai débat qui doit se faire. Ou alors, le département dit, bon, on vous donnera des subventions. Ça, c'est des promesses. Est-ce qu'on ne peut pas faire éventuellement mais bon, ça ne sera pas, c'est pas possible. Sur une durée que le département s'engage à mettre des subsides pour faire en sorte que ce pont puisse souffrir des différents aménagements et des différents problèmes de sécurisation pour les populations et pour les personnes et les biens. Voilà ce que j'ai à dire. Hein, mais c'est vrai que c'est un peu... Prendre à notre charge ça va coûter très cher. Oui. J'ai cru entendre dans tes propos qu'avant de donner le pont aux 2 communes, il était remis à niveau en quelque sorte. Hein. Oui. Est-ce que ça, c'est pas un point Oui, non, mais effectivement, moi j'entends toutes les questions. Il y a un moment, il faut savoir sortir d'une situation de blocage. Donc, moi j'entends vos observations. Je pense qu'on peut, moi je vous propose d'adopter cette convention et d'adresser un courrier complémentaire au département en indiquant que
pour ce qui concerne, et je vous fais porte-parole du conseil municipal, pour ce qui concerne le déclassement, elles se feront naturellement après remise en état des ouvrages, et qu'on demande par ailleurs l'engagement au département d'apporter le moment venu, ce sera peut-être dans 25 ans, les moyens aux 2 communes dont la surface financière n'est pas celle du département de l'accompagner. Je suis entièrement d'accord. Moi je dis simplement qu'il y a un moment, si vous voulez, depuis le premier jour j'aurais pu bloquer le dossier. Il y a un moment, cette question du déclassement, vous savez, je vous rappelle quand même d'où on vient. On vient d'une situation où on nous donnait 200 000 pour déconstruire, et on nous disait en plus on vous transfère, sans discuter. Bon voilà. Mais moi je partage l'idée d'accompagner. Alors en même temps on ne va pas modifier la convention parce qu'elle est soumise à 5 signatures et après c'est des histoires sans fin, mais d'accompagner ce courrier, on peut le noter, puisque nous sommes d'accord, en indiquant que le conseil municipal valide, si vous êtes d'accord, la convention, mais qu'il demande au conseil général qu'avant ce déclassement, la remise en état, y compris du pont routier, soit assurée, comme il se fait légitimement, première observation. Deuxième observation, que le département s'engage le moment venu à accompagner les 2 communes, compte tenu de leur faible surface financière. Je pense que ça, c'est, si vous voulez, ça, on envoie un signal. Alors c'est vrai qu'on délibère, nous, élus aujourd'hui, dans 25 ans, on ne sera peut-être pas là. Si, sans doute, donc on sera là, mais on assumera avec le département. C'est eux qui ne seront plus là, sans doute. D'accord. Voilà, moi, mais j'entends cette observation, vous savez, on revient d'encore plus loin. Enfin, Laurent m'a beaucoup alerté. Dans la phase de surveillance, il nous proposait une convention de surveillance. C'est-à-dire que, bon, voilà, il y avait encore beaucoup d'autres choses. Je mets sur la table tout ce qui est acceptable. Et je vous propose donc d'en délibérer ainsi. C'est quand même aussi très intéressant, avant de le prendre, c'est qu'un contrôle par un bureau d'études sérieux, j'entends, soit fait. Mais autant dire, c'est bien structurel qu'autre chose. Oui. Parce que ce qui se voit, c'est pas toujours ce qui se passe à l'intérieur. Surtout pour un pont. Surtout pour un pont. On le Surtout pour un pont cassé. Et on l'a vu, on le fait pour le pont. d'époque, c'est là que j'attire une attention. Parce qu'après, dès que vous avez des travaux sur des ponts, rien que les histoires d'échafaudage, ça vaut très cher. Alors ceci dit, en fait, un triste anniversaire, en fait, l'anniversaire de Gênes, on l'a fêté dimanche, ça a beaucoup contribué à compliquer le dossier. Parce que... Oui, mais il n'y a pas que ça. Oui, non, je le dis parce que... Mais entièrement d'accord. L'autre jour, j'ai vu aux infos une petite commune avec un pont, les piliers du pont, on les était des serrages et puis des cerclages, parce qu'ils sont incapables de faire le pont. Bon, ça ne nous arrivera peut-être pas tout de suite, mais ça nous arrivera sûrement un jour. Très bien. Quand même qu'on fermait les voies d'accès par rapport au pont. Ils ont mis les filets pour pas que les morceaux tombent. Pas d'autres observations? Donc je soumets ce protocole à votre accord, qui est favorable à sa signature. Sous réserve de tout ce qu'on a dit. Avec le courrier d'accompagnement. J'ai entendu cette observation. Donc, tout le monde moins 2, non 3, non? Moi je m'abstiens. Et abstention de Jean-Pierre Boguet. Une voix bleue. Hein? Une voix bleue. Non, il n'a pas de 2 voix. voix. Ah oui, 2 voix. Je suis à Cyril puisque j'en ai parlé avec lui hier soir. Ah oui. Alors, le dossier suivant, en charge. J'ai d'autres infos. Pardon? J'ai dit, moi je me méfie. Ah oui. Je me méfie donc. Dans la vie, il faut se méfier. Hein. Dans les infos, Il faut avancer aussi, hein, parce que si on recule... dans les infos de la remise en état, c'est reculé. Non mais ça sera un deuxième combat, Jean-Pierre. À un moment donné, il a raison Patrick, il faut quand même qu'on arrive à déterminer, eu égard à la longueur de l'échéance qui vient d'être proposée. Ça sera un deuxième combat. Si demain ils n'engagent pas les crédits nécessaires, avec les collectivités, il y a du combat. D'accord avec toi. Allez, convention, c'est fait. Décision modificative du budget du port. Oui. On a des petites rectifications, il y a eu des erreurs techniques chez vous. Oui, c'est une décision modificative au budget du port parce qu'on vous informe que dans le cadre du contrôle de légalité du contrôle budgétaire, le préfet nous demande d'apporter une petite rectification relative à l'inscription des restes à réaliser en 2018 et au budget politique du port pour 2019. Alors, suite à cette erreur matérielle, il convient que les prévisions budgétaires au compte 2313, excusez-moi c'est un peu technique, d'un montant de 150 000 €,
et au compte 1641 d'un montant de 26 238 € soit inscrite en proposition nouvelle et non pas en reste à réaliser. Ce qui fait qu'on inscrit aux dépenses au compte 2313 construction plus 150 000 en augmentation de crédit et non pas moins 150 000. Et pour le poste 1641 emprunt, donc au niveau des recettes, on augmente le crédit à plus 26 385 € et 29 centimes et pas moins 26 385 €. Voilà, c'est juste ça. Et c'est une corrective qu'il faut faire, une correction qu'il faut faire pour être dans la légalité. Merci. C'est une opération blanche, hein, ça fait 0 au final. Pas d'abstention, pas de vote contraire, le rapport est approuvé. J'ai la même chose avec une erreur technique de chez nous sur la décision notificative du budget du Golfe, puisque les loyers de 20 676,46 € que la société publique locale exploitant le Golfe verse à la commune devaient être modélisés dans le budget de l'annexe du Golfe avec de la TVA. Ils ne l'ont pas été. Donc il faut prendre une décision notificative pour faire ressortir la TVA sur ces deux mouvements, un mouvement en titre annulé, un mouvement redevance versée par concessionnaire, sur les articles 673 et 757. Même montant, même motif, mais la TVA qui a été oubliée par les services chez nous. Pas d'abstention, pas de vote contraire, le rapport est approuvé. Un dossier que je n'aime pas sous-traiter parce que je n'aime pas les admissions non-valeur. Et je fais la guerre aux admissions non-valeur, il y en a beaucoup que je refuse, mais là, je pense qu'on est obligé d'y passer avec financier investissement pour mon paiement de taxe de séjour pour l'hôtel d'Écheron d'un montant de 588,88 €. Mais financier investissement n'existe plus, et on a beau courir après, on ne trouvera jamais rien. C'est quand même un comble, mais c'est comme ça. Et puis le deuxième, c'est un monsieur Louis Benoît Trifon, bien connu, qui laisse une coche de 80 € pour de la location de matériel. C'est pareil, il vaut mieux pas qu'ils reviennent d'ailleurs, mais le produit est réellement irrecouvrable et je vous propose de l'accepter. Il y en a d'autres que je refuse. Je pense que le payeur, d'abord, qu'il fasse son boulot jusqu'au bout, et puis quand on se rend compte que c'est vraiment impossible, on les accepte. 668,80 pour le premier, 80 pour le second. Pas d'abstention, pas de vote contraire, merci. Jean-François qui nous parle d'un tarif particulier qui fait vite, mais oui, merci. Un tarif pour le centre nautique municipal. Il est proposé de mettre en place une nouvelle prestation avec le tarif correspondant dès cette année 2019 afin d'offrir des possibilités de randonnée de 3 heures au char à voile. Alors, les tarifs correspondent à plusieurs possibilités. Une séance de randonnée de 3 heures pour une personne, 55 €. 2 séances de 3 heures pour une personne, 105 €. 3 séances de 3 heures, 150 €. Et un tarif groupe, c'est-à-dire une randonnée de 3 heures pour un groupe, 50 € par personne pour chaque randonnée de 3 heures. Voilà ce qui est proposé de mettre en place et d'ajouter donc au tarif 2019 dès maintenant. Merci. Pas de questions, pas d'abstention. Les ajouts de tarifs sont adoptés. Acquisition d'un fauteuil de plage, on dit Quattro, un particulier. Non, effectivement, une personne de l'Aiguillon-sur-Mer a proposé à la commune le rachat d'un fauteuil de plage Andy Quattro, acheté à titre personnel en novembre 2017 et qui est comme neuf car il a très peu servi. La proposition est associée à une roue supplémentaire, 2 sacoches, un parasol. Le fauteuil, encore sous garantie, était à un prix d'acquisition de 3 300 € et la transaction avec la commune consiste à l'acheter au tarif de 600 € afin de compléter le matériel dont la commune dispose dans ce domaine. Il est donc proposé d'acquérir le fauteuil, les accessoires précités au tarif de 600 et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette opération. Merci Jean-François. On remerciera cette famille qui nous permet de compléter
notre handiclage dans des conditions financières intéressantes. Pas d'abstention, pas de vote contraire, merci. Monsieur Villa. Oui, oui, c'est dans le cadre de Olivier Villa, il a déjà fait une animation qui a plutôt bien fonctionné, qui a plu à la faute, et dans le cadre de sa rémunération, en fait, plutôt que d'être rémunéré comme toutes les autres animations, on est parti sur un concept que cette tournée est prise en charge par les collectivités, et seulement pour ses frais de route, la SACEM et l'hôtel. Il n'y a pas de cachet qui est prévu pour le chanteur Olivier Villa, qui sollicite en contrepartie un geste financier de la commune pour l'aider dans la réalisation d'une création de sa guinguette, un cabaret dans son département de Corrèze. Et donc plutôt que de le payer, on fait une donation comme ça. Voilà, donc il aurait dû être payé pour 500 €, et ces 500 €, il demande à ce qu'elles soient versées en prestation à la création de cette guinguette. Par un don. Pavillon des Dunes plein, spectacle dont je ne parle pas de la qualité, mais en tout cas qui a plu. Et effectivement, il a apparemment reçu pas mal d'argent par des dons des particuliers qui venaient au spectacle. C'est le fils de Sébastien. Pas de vote contraire, pas d'abstention. Il est donc approuvé. Je vous propose de délibérer très rapidement sur une convention de partenariat financier pour l'opération gravure de vélo. Ce pas des gravures de mode, c'est des gravures de sécurité. Il y a une opération que l'association des maires et présidents de communauté de Vendée a organisée avec la préfecture, la gendarmerie, le conseil départemental, le centre vélo et 8 communes du littoral dont nous sommes pour des opérations intitulées opération gravure de vélo. Saint-Jean-de-Mont-Saint-Gilles, La Tranche, La Côte, Les Sables, Noirmoutier, La Guérinière et Lisieux ont ainsi permis à des particuliers de faire graver leur vélo, qui permet un enregistrement, une meilleure identification de vélo sur une base informatique de données nationales. Le marquage est fait maintenant quand vous achetez des vélos, souvent le marquage est prévu, mais souvent il ne l'est pas. Et on a beaucoup de vélos beaucoup plus de vélos qu'on pense qui sont volés. J'espère que le mien est bien attaché, parce qu'il n'est pas gravé encore. Ça coûte 8 € par vélo et les particuliers payent 3 € de mémoire. Donc il y a eu un montage complet de l'opération. Les communes sont engagées à verser à l'association 200 € pour boucler son opération. Donc le budget global, c'est quand même presque 10 000 €. Et les 2 200 €, donc 200 € par commune, par demi-journée, seront versés si vous partagez cette délibération de partenariat. Cette opération a eu lieu, je crois qu'il y a eu une quarantaine de vélos marqués. Ici, je crois que c'est 40, environ 40, malgré un temps détestable ce jour-là, il faisait froid. C'est le jour du deuxième opération. Il y a eu une deuxième opération à Saint-Michel, qui a eu tout le monde. Donc ça c'est bien. Je pense qu'on en refera, parce que ça apprend un petit peu aussi aux cyclistes à ne pas faire n'importe quoi avec leur vélo. C'est-à-dire qu'il y a un peu de pédagogie, ils reçoivent un gilet jaune, pas pour manifester, mais pour sécuriser. Et après ils vont. Et après ils font ce qu'ils veulent. Mais je trouve que je ne sais pas si vous avez noté la montée en puissance du nombre de vélos dans le pays. Ça devient impressionnant. Hein. Et il reste le sel de la route. Et oui, alors je pense qu'on fera peut-être un petit peu taper dessus aussi. Hein, parce On ne va pas taper dessus, mais réguler. on ne tape pas sur les touristes, parce qu'ils ne viennent pas. Non, mais c'est une vraie folie. Mais il y a Faut réguler. des régulations à faire. Ceci dit, on va vivre des crises que les communes de l'île de Ré ont vécues. Il faut. C'est vrai. C'est la rançon du succès. Non, mais j'entends bien, si chacun respecte de son côté, ça va. Mais ça va, mais autrement, c'est c'est l'anarchie bon, hein. totale. Oui, non, mais c'est pas pour ça. Alors, cette convention vous va avec notre association des maires de Vendée? Pas d'abstention, pas de vote contraire, merci. Je vous propose d'adhérer à un mouvement de commande pour l'acheminement de la fourniture d'électricité. C'est un dossier qu'on a déjà vu en 2016. À cette époque, on n'avait pas adhéré. Et ils en sont, je crois, à la deuxième série. Vous savez qu'à la fois la vente d'énergie a été considérablement modifiée ces 10 dernières années. On n'achetait plus
de l'énergie de la même manière. Les monopoles ont quelque peu été mis en difficulté, d'une part, et puis les règles de la commande publique, d'autre part, deviennent très compliquées également sur des achats de ce type-là. Donc l'idée, c'est de mutualiser l'acquisition d'électricité pour permettre d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence d'une part, et de négociation pour obtenir les meilleurs prix, quel que soit le fournisseur. Donc le CIDEF propose de constituer un groupement, donc ils ont expérimenté ça depuis 2016, et là ils proposent donc désormais de préparer un marché 2021-2023. Vous voyez, on s'inscrit dans la perspective, mais surtout pour permettre d'avoir le moment venu des conditions sécurisées d'acquisition de notre électricité. Je propose donc, je crois que c'est d'intérêt communal maintenant, et je propose d'adhérer au groupement de commande, de signer la convention qui va avec, de rembourser les frais de gestion pour notre quote-part pour la coordination de ce mouvement, et de s'engager à exécuter avec là où les entreprises sont retenues les marchés accords cadres qui résulteront de cette négociation. Le moment venu, hein, je le redis, la convention elle devrait être mise en œuvre fin 2020, début 2021. Voilà pour cette délibération. Oui, Ce n'est que pour les communes ou ça peut être étendu aux particuliers? Alors ce ne sont que pour les communes, à ce stade. C'est sûrement une bonne question. C'est sûrement une bonne question. Moi j'ai eu à traiter en Ile-de-France la question de l'acquisition de l'eau, déjà par les communes. Et on se rend compte assez vite que ça peut présenter des intérêts, au moins pour les grands collectifs. Après, fourniture aux particuliers, ça serait très bon. Ça se fait pour le fioul, le gaz. Pas d'abstention, pas de vote contraire. Le rapport est adopté. Je vous propose la création d'un poste d'adjoint technique principal après réussite d'un de nos agents. Inscrite sur la liste d'aptitude, elle peut donc prétendre à cet avancement grave. Vous connaissez les règles. Hein. Elle était deuxième classe, elle peut passer première classe. Donc il s'agit d'un temps partiel, il s'agit de Marine. Hein. On propose d'ouvrir le poste qui lui permet donc de disposer de son avancement de carrière. Je propose donc de créer ce poste en la félicitant pour cette promotion. Pas d'abstention, pas de vote contraire, merci. Et de ce fait, le rapport suivant, c'est de mettre à jour le tableau des effectifs, qui nous conduit donc à enlever un poste d'adjoint technique de deuxième classe et à créer un poste d'adjoint technique de première classe, pour ainsi répondre à notre souhait de nomination de cet agent. Pas d'abstention, pas de vote contraire, merci, le rapport est adopté. Une modification sur la délibération suivante de la durée du service d'un emploi à temps non complet. Nous disposons d'un agent qui travaillait jusqu'à ce jour, jusqu'à la fin du mois d'août, à 17 heures par semaine, et qui verra son temps de travail passer à 26 heures, le temps hebdomadaire moyen, sur un emploi d'adjoint technique principal de deuxième classe. Il s'agit de Muriel, je donne que les prénoms parce que c'est plus facile, qui va passer donc de 17 à 26, en maintenant ces 17 heures de travail d'entretien, et de compléter ce travail par 9 heures de travail sur les services administratifs. C'est son métier d'origine, hein. Elle a cette capacité, cette qualité, et c'est une réorganisation que j'ai demandé à Jean-François Etienne de préparer. Après le départ de Janine, et je vous rappelle, on a nommé au dernier conseil Florence en cadre B, donc c'est une réorganisation qui fait ainsi une légère augmentation de 9 heures de travail d'un emploi, mais nous n'avons pas remplacé Janine, donc vous voyez, c'est globalement un gain, mais je préfère vous présenter là dans le cas présent, dans la création d'une augmentation de nombre d'heures. Pas d'abstention, pas de vote contraire, merci. Nous n'avions pas d'indemnité horaire pour le travail du dimanche et travail normal de nuit. Ce qui était curieux, elle n'avait pas pu être prise. Elle n'est pas. On ne va pas gagner des milliers des cents. On ne va pas perdre des milliers des cents et faire gagner des milliers des cents à nos agents, mais notamment Adrien est dans cette situation. L'indemnité horaire pour travail du dimanche et jour férié est de 0,74 centimes.
à l'unité horaire, et l'indemnité de nuit est de 0,80. Donc vous voyez, le salaire à la fin du mois, il n'est pas révolutionné, mais il est quand même normal que nous appliquions les règles qui s'imposent. Je vous propose donc que les agents titulaires qui peuvent le percevoir perçoivent l'indemnité horaire de travail le dimanche, au férié, de travail de nuit et sa majoration. Donc, et je vous demande de m'autoriser à signer les documents relatifs à cette indemnité. Merci. Pas d'abstention, pas de vote contraire. C'est bien, les gens sont finis dans les courses. Laurent, tu nous parles d'une délibération qui est plus une motion, on va dire. Une délibération sur le plan de vente de logements sociaux. Oui, c'est la communauté de communes qui nous fait savoir que Vendée Logement souhaite lancer un plan de vente des logements qui sont situés sur le territoire de la communauté de communes et de logements sociaux. C'est la loi Elan qui a promulgué au journal officiel du 24 novembre 2018, qui allège la procédure de mise en vente et de la fixation des prix et des conditions des logements sociaux. Et puis elle a donné un cadre. Il y a une signature de convention d'unité sociale, ce qu'on appelle le CUS, qui a été créé avec l'État et qui vaut autorisation de vendre des logements sociaux quand il est rempli, quand cette convention est remplie. Et à ce titre, Vendée Logement a élaboré un plan de vente qui comporte une liste de logements par commune et par EPCI concerné, et puis des documents relatifs aux normes d'habitabilité. Elle doit aussi consulter la communauté de communes, toutes les communes d'implantation justement sur lesquelles il y a des logements sociaux. Et le maire dispose de 2 mois pour donner son avis. Effectivement, c'est un avis qu'on donne. Et l'absence de réponse du conseil ferait un avis favorable. Alors sur notre commune, il y a 4 logements qui sont concernés, 4 logements sociaux qui sont concernés, qui pourraient être vendus par Vendée Logement. Vendée Logement argue en disant que ça s'inscrit pleinement dans la politique locale de l'habitat, ça permet de fixer les populations dans la commune, en générant de plus fortes implications des habitants dans la vie locale et en développant la mixité d'habitat. On nous dit aussi qu'il faut savoir que la vente sociale est proposée prioritairement aux locataires déjà présents dans le logement et que celui-ci est vendu en l'état. Nous, ce qu'on fait remarquer, c'est que on a des inquiétudes à voir Vendée Logement se dessaisir de ce patrimoine. On souligne que ces logements sont loués à des familles qui scolarisent leurs enfants sur la commune. Et de plus, ces différents diagnostics ont démontré quand même qu'il y avait une vraie carence de logements locatifs sur le territoire de la communauté de communes. Donc on voudrait bien que Vendée Logement prenne l'engagement, en contrepartie des ventes de logements, de réaliser de nouvelles constructions, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et ce, au moins dans les mêmes dispositions. Et donc pour le moment, l'avis que nous avons, si on comprend bien en fait la volonté de Vendée Logement, on veut quand même préserver nos logements à la location, et on vous propose d'émettre un avis défavorable à la vente de logements sur la commune par Vendée Logement. Merci Laurent. Donc vous comprenez bien l'idée que les organismes de logement sociaux vendent leur logement est une idée louable, une idée intéressante, sous réserve qu'il n'y ait pas moins de logements sociaux dans les communes. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de barèmes, je pense à la dotation globale de fonctionnement, un certain nombre d'allocations de l'État sont construits sur le nombre de logements sociaux. Donc la question était abordée en bureau communautaire et maintenant les élus ont pris acte du fait que oui, à l'application de la loi, si dans le même temps il y a des constructions de logements sociaux, non si ce n'est pas le cas. Donc c'est ce que je vous propose dans cette motion. Pour info, à ma connaissance, Jean-François n'a pas reçu de courrier encore. Mais comme je me méfie du silence faisant loi, je préfère qu'on prenne un acte positif pour dire non, on n'est pas d'accord dans ces conditions. Et quitte à faire venir dans des logements, on a des propositions à leur faire. Hein. Je le redis, hein, l'ancien logement de l'école, moi je suis prêt à le laisser un organisme bailleur social, sous réserve qu'il en fasse des logements, au moins 2 ou 3. Donc, mais ça, pour les faire venir, en ce moment, c'est un peu dur. Les logements en question, c'était les logements qui sont rue de la Salicorde, 19, 21, 23 et 25. C'est les plus anciens. C'est les plus anciens. Mais ça veut dire qu'ils en enlèvent simplement 4, il en reste encore 4 aux ateliers anciens de municipaux. Pas tous, heureusement. Il y en a pas beaucoup, hein. On en a 12. Il faut les obliger de... Donc là, on bagarre, Laurence, on voit Podélia début septembre.
parce que ça fait plus d'un an qu'on a délivré un permis de construire de logements neufs, Qui, de 8 logements neufs, ils sont engagés à les fournir là. et ils avancent pas assez vite, donc là c'est pas pour voir notre patrimoine de logements locatifs fouillés. Vous êtes d'accord avec cette position? Pas d'abstention, pas de vote contraire? Merci. Alors, on a voté, donc après tu poses une question. Vas-y. Oui, concernant les logements sociaux, pour avoir rencontré une mesure des expulsions chez les logements, j'attire votre attention à tous quand des gens vous demandent un locatif, parce qu'on est tous interpellés pour des locations à la faute, s'il vous plaît, renvoyez-les vers la mairie pour qu'on puisse nous l'inscrire quelque part, parce que quand je lui ai dit qu'on avait une forte demande, il ne me croyait pas du tout. Donc il nous faut vraiment récupérer toutes ces demandes pour appuyer notre volonté de faire des nouveaux logements sociaux à la faute. Merci. Voilà, le conseil d'été est terminé. Nous nous retrouverons, donc on va essayer de vous faire connaître une date très vite début octobre. Michel, Jean-François et Laurent, je pense qu'on fera une commission d'appel d'offres juste préparatoire à la délégation de service juste avant pour clore la négociation, mais je voudrais savoir où j'en suis. Je pense que ça va avancer positivement. Peut-être qu'on se donne 5 minutes, parce que je ne voudrais pas bloquer la salle, parce que voilà, ça va commencer, c'est l'heure où ça vient. 5 minutes s'il y a des questions, à la fois des conseillers et du public. Non, je disais les logements de l'avenue de la Plage, et puis ça démarque. Alors, c'est pour ça ça qu'on Michel, on a été rencontrés avec Laurent et moi, on a été rencontrés le directeur et le chargé d'opération de l'établissement public foncier début juillet, en disant écoutez, vous êtes gentils, mais nous on se bagarre, on a même été relayer l'information de Maçon, mais aidez-nous à faire pression pour Podelia. Podelia a interdit depuis 1 an, et ils ont des problèmes pour trouver des maîtres des entreprises. Un maçon. Ils ont notamment pas de coordination. Alors on est un petit peu inquiet, c'est pour ça qu'on veut les rencontrer, y compris faire venir le directeur de Podelia, je veux pas, on en a marre de traiter avec eux, parce qu'on espère que le maître d'œuvre du projet a bien chiffré le projet. Oui, mais ça peut être Ah oui, c'est ça le problème. Et ça peut venir de là. Alors, il y a aussi des entreprises en ce moment qui, très objectivement, se contentent d'un fonds de stock plutôt que de recruter qui en reste là. Bon, mais il faut une certaine surface. Hein. C'est 8 logements, plus commerce. C'est un dossier qui est techniquement intéressant et économiquement intéressant. On se bagarre pour avoir des entreprises et accélérer le dossier. Moi, j'avais demandé à ce qu'il soit ouvert en 2019 pour gérer, et l'école, tu en sais quelque chose, pour gérer les flux scolaires à l'école. Je vous rassure, on n'est pas inquiété pour la fermeture de l'école, on a même plutôt des chiffres positifs. Mais il faut être vigilant à chaque rentrée. On ouvre des questions, on en prend, oui. Bonjour. Bonjour. Bref, j'habite un quartier animé l'été. Oui. Je me sens félicité parce que c'est un signe de vitalité pour la commune. J'ai 50 ans que j'habite ce quartier. J'ai une meilleure relation possible avec mes voisins. Je me tourne vers Françoise, que je côtoie depuis 50 ans. Pas elle, mais sa famille. Et tout s'est bien passé. Les concerts l'été, c'est sympa, c'est les animations de rue, etc. Mais il y a une nouveauté cette année qui, pour moi, n'est pas insupportable. Je m'en suis ouvert à certaines personnes de votre équipe. Vous avez décidé de supprimer le conteneur à verre qui était sur la piste cyclable. C'était une décision nécessaire pour la commune. Par contre, sous la pression de commerçants de l'avenue de la Plage, vous avez décidé de la réimplanter et la reimplanter sous ma fenêtre. Hey! Donc le problème est simple. C'est un cube qui n'a pas d'odeur, ça n'a pas de nuisance en lui-même. La nuisance, c'est l'utilisation qu'en font les commerçants de l'avenue de la Plage, qui l'utilisent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, 7h moins le quart du matin, 2h du matin, qui fait que dans la nuit de mardi à mercredi, je suis sorti à 23h15 en pyjama sur la place, j'avais un ridicule sur le parking, mais ça suffit. Et j'ai une explication avec les agents de cet établissement qui vidaient les bouteilles. Les choses ont été violentes, presque aux mains, parce que c'est une des jeunes d'une vingtaine d'années. Okay. Donc, soit vous implantez ce container à proximité des commerçants, puisque c'est possible, ils sont 4-5 utilisateurs. Mais ils n'habitent pas là. Hein. Oui, non, mais oui. Parce que moi, à 23h15, toute la famille dort, moi je dors, je suis désolé, j'organise ma vie.
Très bien. Ce couillon m'a dit, vous avez qu'à déménager, vous habitez dans un quartier, Allez. etc. Ouais, ça c'est intelligent. Donc c'est insupportable. La saison se termine. J'ai vu la semaine dernière, Jean-François, on a conduit mettre une étiquette pour un rappel à l'ordre du tapage nocturne. Parce qu'après 22 heures, c'est pas. Le tapage nocturne pouvait être. Voilà, Merci. j'arrête là. Alors, il est... Écoute, on va chercher des solutions. Le bon sens voudrait que les commerçants n'utilisent pas. Mais ça va se calmer maintenant. Françoise, malheureusement, écrire aux gens ne suffit pas. Il y a un niveau d'incivisme qui parfois est important. Donc on va regarder la solution qui est naturellement stigmatiser l'été à un moment où les fenêtres sont plutôt ouvertes. J'entends complètement votre conseil. C'est pas le bruit d'animation qui. Non, on préfère l'animation, on la régule, le bruit des bouteilles, on régule pas. Mais par contre, on regarde, mais je crois qu'il existe des conteneurs insonorisés. Il existe des conteneurs insonorisés. Oui, ça existe. C'est la Comcom, c'est ça. Ouais, c'est pour leur dire qu'ils en mettent un. Si, ça existe. Enfin, ça diminue pas, ça supprime pas complètement le bruit. Mais ça fait rien, ça. Celle de la TNU, sérieusement, ça existe depuis longtemps. S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres points. Oui. Juste, parce qu'on m'a fait remonter l'information que j'ai été voir, effectivement, sur l'implantation des poteaux au niveau des nouveaux appontements. Il y en a 2, 3 qui sont très près. Si on met une bouée, un pneu flottant ou autre, ça va rester coincé dans le bas de En fait, je peux répondre ? Oui, rapide. Rapide, hein, là j'ai vu quasiment 100% des associations et 90% des propriétaires de bateaux qui sont au port. Je leur ai dit et rappelé, alors c'est peut-être dans les 10% qui restent et ça c'est bien, tu leur feras le relais, que là on est en phase travaux et que pour l'instant on n'a pas été dans les corrections. Il y a plein de corrections à faire sur le port, que ce soit sur la cale, le ponton flottant, sur les premiers pontons qui ont été faits, sur le rivasage, il y a des tas de choses à réguler, à corriger qui n'ont pas été faites parce qu'on est en phase chantier. Et on a juste arrêté du chantier à l'arrache qui reprendra le 26 août, c'est-à-dire demain, c'est lundi prochain. Donc il y a des tas de sujets qui vont être corrigés, et notamment le pieutage, la qualité des pieux, l'emplacement des pieux, la réglementation sur les pontons flottants, enfin voilà, on est vraiment en plein chantier. Hein. Ça ne se voit pas parce que personne ne travaille, mais j'ai entendu beaucoup plus que ça. Si jamais il y a des choses, relayez-les-moi. On est vraiment preneur, on a un gros listing pour faire évoluer le cahier des charges. Et puis, merci. Il m'a été reporté une altercation à propos du port. Hein. Donc, qui juge bon sang de garder quelqu'un au port ou pas? Le maire. Le maire, la police du maire. Alors, je pense que l'altercation a été due parce que j'ai pas eu trop de précision, j'ai pas eu le temps d'aller mettre mon débat. À l'utilisation du ponton par quelqu'un pendant plusieurs jours, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, ce que on pourra en traiter à part, parce que ça intéresse le conseil municipal, mais on ne peut pas, qui que l'on soit, rester au ponton flottant 7 jours sans, à un moment donné, payer ce que l'on doit. Par ailleurs, il n'y a pas de privatisation du ponton flottant. Et le ponton flottant, je le rappelle, c'est pour les professionnels, c'est 4 heures, et pour les autres, c'est 20 minutes. Et quoi qu'il arrive, qu'on soit dans son droit ou pas dans son droit, le premier des respects, c'est de respecter les agents de la mairie, d'être poli avec, parce que là, on aggrave son cas, et effectivement, on peut ce que se j'ai retrouver envoyé aussi. La personne dont vous parlez recevra un courrier, sera convoquée à la mairie, et je peux vous assurer que en fonction de sa réponse, elle disposera ou pas d'un accès au port en 2020. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, y compris, je le dis parce que c'est y compris pénalisant pour les professionnels. Parce qu'il s'agit de, semble-t-il, d'un professionnel. C'est-à-dire que si les professionnels font tous comme lui, c'est impossible. Donc il faut que les gens acceptent des règles simples, surtout lorsque l'offre de service est meilleure, parce que, objectivement, elle est bien meilleure, y compris pour les professionnels. Donc c'est pour ça qu'ils y sont. On facilite leur travail, au moins qu'ils assument des règles qui sont naturellement compréhensibles et faciles à appliquer. Et c'est le BABA. Voilà. Et à ce moment-là, il faudra dire au petit canot bleu, j'ai le numéro dans la voiture, je ne vais pas passer à prendre, qui dégage quand même aussi
Il a beau se balader Mais c'est sur- pour tous les gens. Jean-Pierre, il a beau se balader sur le ponton depuis plus ne de t'inquiète 10 pas jours. du sujet, Laurent, il passe un certain nombre de journées. Je peux t'assurer que, Et nous aussi. parce que l'altercation dont tu parles, c'est avec Oui, je François, sais. mais la veille, j'en ai eu une avec la même personne. Ouais, je sais. Donc, t'en fais pas. Je sais en plus que c'est pas très facile. Oui. Pierre. Je voulais juste faire une petite anecdote. J'ai fait mes 2 vide-greniers là. Le bâtiment qui est derrière les boules, là, est-ce qu'on pourrait pas les fermer ou faire quelque chose? Parce que c'est dans un état Lamentable. lamentable. Oui. Il y a des risques, il y a des vieux WC, il y a des Oui. qui sont cassés et tout, de coupures, de trucs. Et moi je voyais des enfants s'en aller se balader là-dedans. Est-ce qu'on pourrait pas barriérer tout ça? C'est vraiment insalubre. C'est On va- resté depuis le cimetière, ça n'a pas été nettoyé, les intérieurs. C'est atroce. Hein. La région qui est maître d'ouvrage délégué des travaux sur le port avait la demande de la commune, en tant que premier maître d'ouvrage, de régler, y compris des déconstructions, une partie de déconstruction et de sécuriser ces problèmes-là. La région et son exploitant, maître d'ouvrage délégué, ne fait pas bien le travail. Ils sont convoqués le 28 août. Je les ai convoqués. Je leur ai indiqué, et je leur indiquerai, que leurs élus, notamment Bruno Retailleau, seraient informés dans le détail des dysfonctionnements de la maîtrise d'ouvrage déléguée, parce que ça ne fonctionne pas bien. Les entreprises ne sont pas payées en temps et en heure, et les commandes qu'on a faites ne sont pas mises en œuvre. J'en veux pour preuve, j'ai dû recevoir fin mai, Jean-François, le maître d'œuvre de cette opération, ainsi que le maître d'œuvre de l'ancien logement accueil du camping, en lui donnant précisément un calendrier. La région maître d'ouvrage délégué n'a pas relayé ces informations, et c'est vrai que non seulement c'est dangereux, mais c'est pas beau. Enfin, excuse-moi, le comble, c'est qu'on se décarcasse pour faire Ouais, un parc le parc, c'est super. qui a un succès considérable, mais moi je suis toujours gêné de voir ces scories. Donc ne vous inquiétez pas, je ferai relais, y compris cette fois-ci aux élus, parce que je trouve que ça commence à faire. Hein. Les dysfonctionnements de ce type-là, c'est pas la première fois qu'on les constate. Et je leur ai déjà dit, sur les travaux de remise à niveau de la commune, hein, les 10 millions de travaux qu'on a votés en 2015. On a pris la maîtrise d'ouvrage du Golfe. On a concédé à des maîtres d'ouvrage délégués le reste. Pour le port, c'est la société publique du département. Pour le reste, c'est la société publique de la région. Parce qu'on a, les petits bras musclés de Jean-François ne suffisent pas à tout. Eh bien, on a réussi à réaliser le port, le Golfe, et à l'ouvrir à Pâques 2017, et vous voyez dans l'état dans lequel on traîne encore des chantiers, sur lesquels nous on est toujours disponible. Hein. S'il faut délibérer dans 8 jours, on leur dit on délibère dans 8 jours. Je trouve qu'il ne fonctionne pas bien, il dysfonctionne. Alors, je ne peux pas dire que ça marchait mieux avant à la région, mais je sais ce qui ne marche pas. Et du coup, je le sais bien, parce que je connais bien cette situation. Et ça, et les 2 WC, là. Les Ça, deux c'est WC, bien sûr. c'est une honte, ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est une honte. Hein. Mais ça faisait partie, si tu veux. Il y avait une partie de déconstruction, reconstruction de WC, WC automatique en plus, des choses qui sont propres. Il lave une fois par Avec semaine. une fois par semaine. Avec le monde qu'il y a, les enfants, mais vous attrapez n'importe. On est obligé de faire un tour tellement que ça tue. Nathalie, qui a le petit bar, m'a dit qu'elle était envahie par les gens qui viennent Les gens qui viennent chez elle. Et c'est pour ça qu'on avait exigé des travaux. Et en fait, on n'a pas attendu. On a vite compris que ça ne se ferait pas bien. Et on a mis des WC un peu à l'arrache. Voilà. Bonjour. Excusez-nous. C'est la fin d'un conseil. Dans 3 minutes, vous allez pouvoir venir. Je vous propose de lever la séance, parce que on va finir par déranger beaucoup. Je vous souhaite de poursuivre l'été.